Il est considéré comme le commanditaire du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat d'Istanbul. Près de 4 ans après cet assassinat, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, est en visite officielle en Turquie. Pourquoi ce rapprochement politique? Que veut vraiment Ankara? Et MBS est-il de retour en grâce au sein de la communauté internationale alors que Joe Biden devrait se rendre prochainement en Arabie Saoudite? On en parle avec Fathia Dazi-Eni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse, spécialiste des monarchies du Golfe et de la péninsule arabique à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous enseignez à Sciences Po Lille. Slimane Zeguidon, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et en direct d'Istanbul, Delphine Minoui, correspondante à Paris du journal français Le Figaro. Avant de vous entendre, voici donc les images de l'arrivée de Mohammed Ben Salman en Turquie. Récit signé Louisa Abrit. Un grand sourire, une poignée de main et même une bise. C'est la première visite officielle du prince héritier en Turquie. Nous allons tenir des réunions bilatérales avec lui et sa délégation et nous aurons l'occasion de discuter de la façon d'améliorer les relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite à un niveau plus élevé dans un avenir proche. L'affaire Khashoggi semble désormais bien loin. C'était en 2018. Jamal Khashoggi, un éditorialiste saoudien, assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Une exécution ordonnée par Ben Salman lui-même, selon la CIA. Aujourd'hui, MBS avance à petits pas vers sa réhabilitation internationale. En décembre dernier, Emmanuel Macron avait ouvert la voie en rencontrant le prince héritier. Joe Biden, lui, est attendu à Riyad dans 3 semaines. Mais le président américain tempère tout de même. Je ne vais pas rencontrer MBS. Je vais à une réunion internationale et il va en faire partie. Tout comme il y a des gens qui font partie de la discussion aujourd'hui. En avril dernier, la visite d'Erdogan à la Mecque entamait la réconciliation entre les deux États. Alors que la livre turque plonge et que le pays fait face à une inflation record, la rencontre pourrait rendre service au président turc. Au programme ce mercredi, signature de contrats et promesses d'investissement, le tout à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Delphine, une telle rencontre paraissait improbable il y a encore quelques semaines. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce revirement de la Turquie? C'est un véritable revirement géopolitique et avant tout porté par des intérêts économiques. Le président Erdogan est en difficulté à 1 an du prochain scrutin présidentiel. Il y a une inflation galopante, la livre turque ne cesse de dévisser. Il a vraiment besoin de renflouer les caisses et donc en recevant aujourd'hui le président saoudien, pour lui, c'est une façon de pouvoir espérer attirer de nouveaux investissements au-delà de l'Arabie Saoudite, des investissements également venant du Golfe. Il y a très peu de choses qui ont filtré aujourd'hui sur cette visite, mais d'après ce qu'on comprend, d'après certaines sources, il y a de gros contrats qui sont en jeu et parmi ces contrats, il y aurait notamment des contrats d'armement. On sait à quel point Erdogan aime aujourd'hui vendre ces fameux drones, ces drones militaires. La question des drones serait apparemment sur la table. Et notamment le Bayraktar qui est utilisé par l'armée ukrainienne. Fathia Dazi-Eni, l'impunité pour Mohammed Ben Salman, c'est le prix à payer par la Turquie pour ce rapprochement politique? Écoutez, apparemment, et c'est vrai comme l'a dit votre journaliste, c'est surtout sur le saut économique que Erdogan évidemment insiste, alors que pour le prince héritier saoudien, c'est un gain politique, puisque c'est son retour en grâce sur la scène internationale, puisque il recevra le président Biden, contrairement à ce qu'on a vu dans le reportage. Bien sûr que si, que le président Biden s'entretiendra avec le prince héritier. Il n'est pas à l'aise pour le dire, mais il n'est pas à l'aise pour le dire, il le verra avec le roi, et le lendemain, il sera accueilli dans le cadre d'un sommet élargi Moyen-Orient CCG, avec les présidents égyptiens, le roi jordanien, et tous les chefs d'État du CCG. Donc, et puis, il viendra directement d'Israël, pour montrer justement qu'il y a un nouvel axe, une nouvelle entente israélo-golfienne et que les États-Unis sont au milieu. Donc, bien entendu que MBS bénéficie à plein sur le plan politique. Delphine, on ne va pas faire les naïfs, mais on sait que les relations internationales ne font pas dans la dentelle, bien sûr. Il y a beaucoup de cynisme aussi autour de cette rencontre.
Oui, tout à fait. En fait, d'ailleurs, l'opposition ici à Istanbul est très très critique par rapport à cette visite. Elle met en avant le double jeu du président Erdogan qui hier voulait se placer du côté de la morale, du côté des droits de l'homme, ce qui est assez ironique pour un pays qui emprisonne énormément de journalistes. Donc Erdogan qui avait fait de l'affaire Khashoggi vraiment une affaire personnelle. Il l'avait suivi tout au long. C'est lui qui avait demandé à ce qu'on ouvre un procès. C'est lui-même qui l'a fait refermer, qui a enterré ce dossier. Et aujourd'hui, en lisant la presse, notamment la presse de l'opposition, je parcourais un peu les différents titres et je voyais les diverses réactions, notamment par exemple le chef du parti principal de l'opposition turque, Kemal Kılıçdaroğlu, si je le cite, il a dit, il s'adresse à Erdogan, il lui dit: vous avez renvoyé le dossier Khashoggi à l'Arabie Saoudite contre de l'argent, tel un mendiant. Donc ça veut tout dire. Et autre réaction d'ailleurs d'Elfine d'Ozgur Özel, qui est lui le parti républicain du peuple ou CHP, qui dit l'assassin revient sur les lieux du crime. Donc en Turquie, Slimane, je me tourne vers vous. On va voir qu'avec Fathia Daziane, vous revenez tout juste tous les deux d'Arabie Saoudite. Mais restons, si vous le voulez bien, sur la Turquie. Juste une question. Quel est l'enjeu véritable, stratégique, si on va au-delà de la question économique pour la Turquie? On a là deux puissances sunnites du Moyen-Orient. Oui, deux puissances sunnites rivales dont l'Arabie a été une possession ottomane, en tout cas sur le littoral, Jeddah, la Mecque et Médine. Donc les Turcs, d'une certaine manière, ont une pratique de plusieurs siècles de gestion des rapports avec les Arabes, mais en même temps, et c'est la singularité de la Turquie, et c'est pour ça que les Turcs n'en font pas une affaire seulement bilatérale. Ils sont dans un grand échiquier dans lequel ils sont branchés à la fois sur la Russie, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas rompre avec la Russie, parce que 75% de l'électricité turque est faite avec du gaz ou du pétrole russe. C'est un pays membre de l'OTAN, c'est un des piliers de l'OTAN et qui a une base militaire au Qatar, c'est-à-dire à la frontière de l'Arabie Saoudite. C'est un allié de l'Ukraine sans vouloir en même temps heurter de front la Russie. Bref, c'est un pays qui est obligé de jouer plusieurs cartes en même temps. Alors, MBS, Mohamed Ben Salman, maintenant, c'est la question qu'on posait. Vous le dites, il est de retour en grâce. Vous disiez Joe Biden, bien entendu, il va le rencontrer. Pour l'Arabie Saoudite, quel est le grand enjeu de cette visite et de la page qui s'ouvre? Comment va ce pays, vous qui en revenez? Écoutez, ce pays, sur le plan économique, financier, va beaucoup mieux. Il bénéficie de cette guerre en Ukraine avec un cours du baril qui oscille entre 115 et 120 $. Donc c'est un des principaux bénéficiaires de cette crise. Et en plus de ça, l'Arabie Saoudite est le pays le plus courtisé par les pays européens, les États-Unis, pour justement augmenter sa production de pétrole. Donc c'est un pays qui aujourd'hui sait parfaitement marchander sa place et son rôle dans le monde. En revanche, ce qui a beaucoup changé avec l'arrivée d'MBS, à travers ce narratif très nationaliste, très... il a joué la carte, entre guillemets, aussi de la modernité, en tout cas de la réforme. Il a eu un état de grâce, il y a eu l'assassinat ensuite de Jamal Khashoggi. Il est retombé. Et là, donc, quelle est la séquence qui s'ouvre avec si vous voulez, il n'est pas roi, d'ailleurs, on précise. Non, mais il ne devrait pas tarder à l'être. Son père est quand même très affaibli. Quand j'étais en Arabie au mois de mai, il est rentré 2 fois à l'hôpital. Voilà. Cette nouvelle reconnaissance internationale, surtout des États-Unis, est très importante pour Mohamed Ben Salman, dans le contexte où il deviendra très bientôt le futur roi d'Arabie Saoudite. Là encore, je parlais tout à l'heure de cynisme, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, beaucoup moins de la guerre au Yémen. Oui. Comment l'Arabie Saoudite peut-elle sortir de ce bourbier et en a-t-elle vraiment l'intention? Oui, non, ça indéniablement, il y a quand même une trêve qui a été trouvée depuis le début du Ramadan, début avril. Cette trêve a été reconduite début juin. Donc pour le moment, les raids aériens terribles qui frappaient le Yémen depuis 8 ans sont interrompus. L'Arabie Saoudite a finalement réinstitué un nouveau conseil présidentiel en évinçant le président Hadi, qui était corrompu, mais alors, et ainsi que le vice-président. Donc, de ce point de vue-là, les choses avancent un peu. Aujourd'hui, ils sont également en discussion avec l'Iran via la médiation de Bagdad. Donc, il y a tout un processus de désescalade, quand même, qui a été amorcé pendant
la pandémie, pendant le Covid, parce que bien sûr, tous ces pays ont beaucoup souffert du Covid, l'Arabie Saoudite aussi. Et donc, il y a, si vous voulez, à travers cette volonté de désescalade, d'abaisser les tensions, notamment à cause de l'échec au Yémen, parce que l'Arabie Saoudite est frappée tous les jours, était frappée tous les jours par des drones et des attaques de missiles des rebelles Houthis. C'est pour ça qu'ils ne reconnaîtront un état de paix que s'ils peuvent le présenter comme un avantage et un gain, et non pas comme une sorte de défaite. Non, mais ils savent que la déroute militaire, elle est là. En revanche, ils essaient effectivement de transformer ça en succès diplomatique. Exactement. Mais dans cette guerre, c'est une guerre par interposition, si on peut dire. Il y a l'Iran. Est-ce que cette visite de Mohamed Ben Salman en Turquie, c'est aussi un message adressé à l'Iran? Alors, l'Iran, c'est le trio. En fait, la lutte d'influence pour l'hégémonie, pas seulement religieuse, géopolitique, oppose l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite. L'Iran et la Turquie, c'est une rivalité de plusieurs siècles entre l'ancien empire perse et l'empire ottoman. Donc ça continue. En plus, ce sont des États qui ont le même volume de population, presque 100 millions d'habitants chacun. Ils sont frontaliers. L'Arabie Saoudite, c'est un géant économique. Mais démographiquement, l'Arabie Saoudite, c'est entre 25 et 30 millions d'habitants. Et l'Arabie Saoudite a moins de rayonnement géopolitique ou de puissance militaire exportable que l'Iran et la Turquie. L'Iran est quand même présent en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. D'une certaine manière, il encercle l'Arabie Saoudite. Mais on ne peut pas jouer, mettons, la Turquie contre l'Iran quand on est l'Arabie Saoudite, ni l'Iran contre la Turquie. C'est plus compliqué. Alors juste parce qu'on a 30 secondes, la réponse, ça va être du coup oui ou non. Je suis désolé, mais est-ce que l'après-pétrole est prêt? L'Arabie Saoudite est prête ou pas du tout? Ils investissent énormément dans tout ce qui est énergie renouvelable, hydrogène. Ils se préparent à l'après-pétrole. Dire que l'Arabie Saoudite sans pétrole ne sera plus rien, je pense que c'est exagéré. C'est très exagéré. Merci beaucoup Fathia Daziani, Slimane Merci et Delphine Minoui, que l'on peut lire, je le disais, dans le journal français Le Figaro. Merci Delphine d'avoir été avec nous. La chronique culture, à présent, Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre. Hier avait lieu la 40e édition, vous le savez, de la fête de la musique partout dans le monde, avec un événement très remarqué, le concert donné par le rappeur français MC Solar à New York. Regardez. Une vague, un cyclone, que dit la météo, qui sème le vent, récolte-le. Nicolas dansait toute la nuit, mais il est frais. Bonsoir Nicolas, ravi de vous retrouver. C'était donc la fête de la musique, les 40 ans, et MC Solar était à New York. J'allais vous demander si vous aviez fait la fête vous aussi, Mohamed, mais je sais que oui, mais pas ensemble effectivement. Alors vous l'avez vu, le rappeur français MC Solar lui donnait un concert à New York, on aurait aimé y être, à Central Park, rien que ça, un concert aux couleurs de la France, aux côtés des groupes iPhone et Bon Entendeur, un événement pour célébrer les 40 ans de la fête de la musique, Mohamed. À New York, la ville berceau du rap. Quand vous mettez tout ça ensemble, eh bien vous imaginez que ce concert avait un goût particulier pour MC Solar. Regardez. La fête de la musique, alors moi je l'ai vu naître parce que j'étais petit et puis on avait entendu le mot d'ordre donné par monsieur Jacques Lang à l'époque, disant qu'il fallait sortir, faire de la musique comme on pouvait, même si on avait un harmonica, même si on avait une guitare. Et dans mon quartier, j'ai vu plein de gens sortir. Qu'est-ce que ça fait 40 ans plus tard d'être devenu chanteur et de jouer à New York pour la fête de la musique? C'est inouï, c'est fantastique, c'est la terre racine de mon genre musical, donc c'est une très 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 grande joie. Voilà, heureux MC Solar. On quitte New York, direction Paris, Mohamed, où comme chaque année, l'Élysée invitait des artistes pour là aussi la fête de la musique. C'est la tradition, pas mal comme décor pour un concert. Et parmi les artistes sur scène hier, regardez le musicien sénégalais Youssou N'Dour qui a bien entendu